La microfluidique est une solution à l'un des problèmes fondamentaux de la biologie médicale. Comment faire un maximum d'analyse avec l'échantillon le plus petit possible? Moins l'échantillon est grand et moins la méthode est invasive. Il vaut toujours mieux prendre une seule goutte de sang à un patient plutôt que de lui en pomper un litre pour trouver de quoi il souffre. Par contre, la plupart du temps, on ne peut faire qu'un seul test par goutte. Mais du coup, quand on a plein de petites gouttes, on peut faire plus de tests. Et c'est là que la microfluidique intervient. Grâce à elle, on peut fractionner une goutte de sang en plusieurs millions de gouttelettes identiques et ainsi réaliser plusieurs millions de tests différents. Mais pour manipuler des fluides à échelle microscopique, on a besoin d'appareils chers et encombrants. Dans une précédente vidéo, on a justement fabriqué des microgouttes avec des circuits microfluidiques. Notre puce faisait seulement quelques centimètres carrés, mais ça n'empêche pas que pour créer nos gouttes, on a eu besoin de ce microscope, qui fait bien 1 mètre de haut et qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et autant dire que tout le monde n'a pas ça chez soi. Du coup, si on veut utiliser la microfluidique pour des analyses médicales, il faut avoir un laboratoire de recherche à portée de main. Ce qui est assez facile dans une grande ville moderne, mais beaucoup plus difficile partout ailleurs. Dans ces endroits, et en particulier dans les pays en voie de développement, il faudrait que la microfluidique devienne réellement portable pour être utile. Une solution prometteuse à ce problème est la microfluidique papier. Grâce à cette technologie, il serait possible de réaliser toutes les étapes de détection d'une maladie sur le terrain sans avoir besoin d'un spécialiste ou d'un appareil très complexe. Et c'est justement le sujet test de Laura Magro, une jeune chercheuse que nous allons maintenant rencontrer. Alors Laura, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la microfluidique papier et quels sont ses avantages par rapport à la microfluidique traditionnelle? Alors, la microfluidique papier, l'idée c'est d'utiliser le papier comme support pour faire une puce microfluidique. Le papier, d'abord, c'est un milieu poreux dont la taille caractéristique des pores c'est 10 microns. 10 microns, c'est comme ça qu'on se rapproche finalement des tailles caractéristiques de n'importe quelle puce microfluidique. Et l'autre propriété du papier, c'est que ces pores vont avoir une surface très hydrophile. Et c'est grâce à ces deux propriétés, milieu poreux micrométrique et surface très hydrophile, que quand on va le plonger dans l'eau, juste une extrémité, l'eau va être pompée naturellement par le papier. Ensuite, le papier, c'est un matériau qui peut être plié, découpé, qui est disponible partout, vraiment pas cher, et qui permet d'avoir finalement une puce microfluidique complètement autonome, qui n'a pas besoin d'équipement extérieur pour avoir les écoulements microfluidiques. Mais du coup, si la microfluidique papier est si simple à utiliser, est-ce que tu pourrais nous en montrer ici? On peut obtenir n'importe quel écoulement liquide dans une feuille de papier. Le problème, c'est que ça va aller partout. Le jeu, ça va être de venir contenir les écoulements à l'intérieur d'un dessin, d'une trajectoire qu'on aura décidée. On peut le faire en découpant simplement la feuille de papier. Le problème, c'est qu'après, c'est pas facile à tenir, juste parce que ça va être mouillé, donc ça va perdre complètement ses propriétés mécaniques. On peut utiliser sinon une imprimante à jet d'encre pour imprimer vraiment, littéralement, le motif qu'on a envie d'imprimer. Pour cela, on utilise une imprimante à jet d'encre commerciale, mais l'encre, c'est pas tout à fait celle qu'on connaît d'habitude, c'est vraiment un bloc de cire qui vient me déposer des gouttelettes de cire en surface du papier. Donc on voit que c'est un motif qui est sur le recto de la feuille de papier. Si ça, je le fais chauffer 1 à 2 minutes sur une plaque chauffante, la cire va fondre et du coup elle va pénétrer à l'intérieur du milieu poreux et le motif va être transféré depuis la surface dans toute l'épaisseur du papier. La propriété de cette cire, c'est qu'elle est hydrophobe alors que mon papier est hydrophile. Donc si je mets une goutte de liquide à l'intérieur du motif, il va vraiment rester confiné suivant le motif que j'ai dessiné. Dans le plan de la feuille de papier, on peut avoir toutes les géométries qu'on veut, tous les motifs qu'on veut pour guider les écoulements liquides dans le plan de la feuille de papier. Une propriété intéressante du papier, c'est qu'on peut aussi le plier pour avoir un dispositif fait de plusieurs épaisseurs de papier. Donc pour ça, je peux créer un motif comme celui-là, composé de plusieurs couleurs. Donc toujours pareil, c'est que tout ce qui est en couleur, c'est de la cire, tout ce qui est en blanc, c'est du papier disponible pour l'écoulement. Si ça, je le fais cuire sur ma plaque chauffante, j'obtiens le même motif recto-verso que là j'ai découpé. Et ça, si je le plie suivant chaque face colorée, j'ai un petit système en accordéon où on voit que quand je plie tout, j'ai un système très compact avec d'un côté une entrée et 4 sorties sur le recto. Si on suit ce qui se passe au niveau de l'écoulement, si je mettais une goutte de liquide ici au centre, quand j'ouvre, je vois que cette goutte de liquide, elle sera en contact avec un trait horizontal de papier. Chaque extrémité sera en contact avec 2 traits verticaux qui permettent de répartir l'écoulement encore un coup, et chacun de ces traits verticaux en contact avec 4 sorties. Donc finalement, ce dispositif de papier, il permet de transformer une entrée d'eau, un écoulement à travers le papier vers 4 sorties. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir un petit dispositif papier, complètement fermé, mais où tout l'écoulement se passe à l'intérieur de la feuille de papier. Ici, par exemple, je me suis amusée à faire un petit motif de tour Eiffel, fait aussi de plusieurs épaisseurs de papier, et d'une languette qui peut tremper dans l'eau. Donc l'idée, c'est que si je trempe la languette dans l'eau, le liquide passe à l'intérieur de toutes les épaisseurs de papier et vient réhydrater la tour Eiffel. Un des avantages du multicouche de papier, c'est qu'on peut venir sécher à l'intérieur d'une des épaisseurs, ici par exemple, des composés qui vont être stockés à l'intérieur du papier, donc par exemple des colorants séchés. Donc si je replie le dispositif, il ne va pas y avoir d'écoulement puisque tout est séché. Et par contre, c'est seulement au moment où je vais plonger la languette dans l'eau qu'on va avoir l'eau qui va permettre de réhydrater ces composés et de les transporter suivant la trajectoire. Donc les composés séchés sont bien protégés à l'intérieur du dispositif papier et la puce papier devient prête à l'emploi. Et toi, concrètement, comment est-ce que tu utilises cette technologie?
Mon objectif, c'est de faire du diagnostic médical sur papier. Ça existe un petit peu déjà, c'est le principe du test de grossesse que les femmes peuvent faire chez elles, où c'est finalement juste une bandelette de papier qui contient tous les réactifs et qu'on peut tremper dans l'urine pour diagnostiquer si la femme est enceinte ou non. Ce sont les immunoessais sur des bandelettes de papier. Maintenant, mon objectif, c'est de dépasser ce format de la bandelette et de changer la nature des tests biologiques qu'on peut faire dedans. Donc moi maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment des tests génétiques où on va pouvoir détecter si une personne est infectée ou non par des virus. Et le principe du papier, c'est qu'on peut toujours stocker tous les réactifs à l'intérieur, ça va donc être prêt à l'emploi. Ça peut être utilisé hors des laboratoires par un infirmier qui se déplacerait par exemple chez les gens. Dans des situations en Afrique où il n'y a pas forcément beaucoup de laboratoires, on va pouvoir vraiment déployer cette technologie-là. Et grâce à la géométrie et à l'écoulement de fluide, on peut aussi imaginer détecter plusieurs virus, plusieurs maladies en parallèle, sans avoir beaucoup d'opérations manuelles. Quand on veut détecter un nouveau pathogène, on utilise en général des tests immunologiques. Quand un pathogène est introduit dans un corps humain, son système immunitaire y réagit en produisant des biomarqueurs, des molécules qui n'apparaissent qu'en présence d'un pathogène particulier. Ces biomarqueurs peuvent ensuite être récupérés et introduits dans un autre organisme, typiquement un lapin. Son corps va alors produire à son tour des anticorps, c'est-à-dire des protéines qui reconnaissent et s'attachent spécifiquement aux biomarqueurs humains. On peut alors récupérer ces anticorps, les répliquer et les utiliser pour des tests de détection en laboratoire ou sur bandelette. C'est d'ailleurs de cette façon que fonctionnent la plupart des tests de grossesse. Mais il existe aussi une autre technique, le diagnostic génétique. Le principe est alors complètement différent. Si l'épidémie est causée par un virus, on va séquencer son génome entier, c'est-à-dire toute l'information génétique qu'il définit, et on va chercher des fragments d'informations qu'on ne trouve que chez lui. On produit alors en laboratoire des séquences qui leur sont complémentaires et que l'on peut mettre sur des bandelettes de papier. Une fois sur ces bandelettes, il suffit de leur faire rencontrer un échantillon biologique pour savoir s'il contient le virus recherché. Et du coup, pourquoi utiliser des tests génétiques plutôt que des immunoessais? Alors ces deux tests biologiques vont fonctionner un peu à des échelles de temps différentes. Parce que d'abord, le test génétique, ça permet de lire le génome du virus. C'est donc un diagnostic très direct de la présence du pathogène. Les immunoessais, eux, ça va plutôt venir tester la présence d'anticorps ou de biomarqueurs qui sont une réponse de l'organisme suite à la présence de ce virus. Donc c'est plutôt une détection indirecte. Quand on est infecté par un virus, dans les tout premiers jours et même heures de l'infection, le virus va se multiplier énormément dans l'organisme, ce qui va causer une virémie, un taux de virus dans le sang qui est très important. Donc finalement, la détection directe et par test génétique va être facile. Par contre, ça va prendre quelques jours à l'organisme de produire sa réaction immunitaire ou de réagir à la présence de ce pathogène. Et donc les immunoessais, ça va être plus 2, 3 jours, 5 jours après l'infection. Donc pour un diagnostic médical efficace et très précoce, dès les premiers symptômes, on va préférer un test génétique. Et où en est la réalisation concrète de ces dispositifs? Je travaillais en collaboration avec l'Institut Pasteur et ensemble, on a développé des tests papier pour le diagnostic de la maladie Ebola. Et on a pu aller de la preuve de concept en laboratoire jusqu'à la preuve de concept confirmée sur le terrain à partir d'échantillons réels de patients en Guinée avec la Croix-Rouge française. Et ces manips sur le terrain nous ont confirmé que ça marchait plutôt bien. Et utiliser le papier pour le diagnostic de la maladie Ebola, c'était vraiment bien adapté à cette situation. D'abord parce que c'est dans des pays, Guinée, Sierra Leone, Libéria, qui manquent d'infrastructures médicales, où donc on a beaucoup d'ONG étrangères qui viennent déployer des infrastructures et leur matériel pour faire face à l'épidémie. Donc c'est important d'avoir un dispositif pas cher, facile d'utilisation, avec très peu de contraintes logistiques. Et ensuite, dans le cas d'une épidémie aussi contagieuse et mortelle que celle d'Ebola, avoir un diagnostic très rapide qui permette de mettre au moins en isolement tous les cas suspects, c'était important d'avoir une réponse fiable et rapide sur le terrain. Et quels sont les développements possibles de ces technologies sur papier? Alors je t'ai dit que pour faire du diagnostic médical sur papier, on n'avait besoin d'aucune instrumentation autour. C'est vrai, un morceau de papier, des réactifs biologiques séchés, de l'eau, de l'échantillon biologique, et ça peut marcher. Cela dit, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable dans sa poche, et même un smartphone. On pourrait imaginer d'utiliser cet objet que tout le monde a pour compléter le diagnostic fait par le papier. Une des premières pistes, c'est de se dire que si la réaction donne une information colorimétrique sur le papier, on peut le prendre en photo, et soit une application nous dit automatiquement le résultat de diagnostic, soit ça peut être envoyé à un centre de télémédecine qui va pouvoir donner des informations complémentaires et la marche à suivre suite à cette information de diagnostic. On peut aussi envisager d'utiliser la batterie du téléphone comme source d'énergie, soit pour chauffer la réaction biologique pour obtenir de nouvelles réponses, ou alors pour venir alimenter des petits chemins d'électrodes pour avoir une détection électrochimique sur le papier. Donc on va avoir la combinaison d'un condensé de technologie qui est le smartphone avec un dispositif ultra low cost et vraiment pas cher qui est le papier. Bon merci pour toutes ces explications, mais j'ai encore une dernière petite question. Est-ce qu'on pourrait te piquer une de ces tours Eiffel pour nos studios? Bien sûr, et j'ai un petit cadeau pour toi. Merci beaucoup Laura, et merci d'avoir participé au projet Lutetium. Merci de m'avoir invité.
Et voilà comment la microfluidique papier a permis de développer des tests médicaux à la fois fiables, simples d'utilisation et peu coûteux. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas manquer les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo ou sur le contenu, vous pouvez laisser un commentaire.